l'historien et les mémoires de la Seconde Guerre mondiale. Dans cette leçon, nous allons aborder deux notions tout à fait essentielles, celle de mémoire et celle d'histoire. Ce sont des notions que l'on oppose très souvent. L'histoire peut se définir par la recherche de la véracité des faits historiques, une recherche qui se veut donc documentée et qui veut que l'historien soit neutre face à son sujet d'étude. C'est donc un récit construit et argumenté, cherchant à se rapprocher au plus près des phénomènes passés. La mémoire fonctionne sur d'autres concepts. La mémoire va sélectionner certains faits, elle va favoriser certains d'entre eux et au contraire mettre à l'arrière-plan d'autres, voire même les taire. Elle est donc essentiellement cette mémoire émotionnelle et elle peut être individuelle ou collective. La thématique de la Seconde Guerre mondiale et de sa mémoire montre le travail de l'historien face à l'émergence de différentes mémoires. C'est donc ce qu'on va voir dans cette leçon. En quoi le travail de l'historien doit-il faire face et accompagner l'émergence de certaines mémoires de la Seconde Guerre mondiale. Voyons tout d'abord grand 1, le mythe de la France résistante, seule mémoire officielle, 1945, années 60. Petit 1, la première mémoire se construit dans un contexte de traumatisme. En effet, les mémoires de la Seconde Guerre mondiale ont été dans un premier temps largement déterminées par le traumatisme considérable de la population française. Que ce soit la défaite totale de 1940, perçue comme plus ou moins honteuse d'ailleurs, que ce soit l'armistice signé avec l'Allemagne, que ce soit la mise en place du régime de collaboration ou les persécutions de nombreuses victimes politiques ou raciales, font douter le pays de lui-même et font douter le pays, dans ces années-là, de sa capacité morale à affronter l'avenir. Or, à la Libération, la période de l'épuration sauvage, qui est à la fois violente et mal maîtrisée par les autorités, montre encore un peu plus les faiblesses de la communauté nationale. On entend par le terme épuration l'exécution ou la condamnation des individus ayant collaboré avec l'occupant nazi. Et donc, c'est la nécessité de penser ces blessures qui a déterminé la construction des premières mémoires de la Seconde Guerre mondiale. D'où le petit 2, la naissance du mythe du résistentialisme, c'est une expression de l'historien Henri Rousseau. Au lendemain de la guerre, l'une des préoccupations des autorités politiques, notamment bien sûr du gouvernement, c'est de rétablir à tout prix l'unité nationale. Et donc c'est dans ce contexte de réconciliation nationale que va se forger le mythe de la France résistante, pour lequel l'historien Henri Rousseau emploie l'expression de résistentialisme. En fait, ce mythe se construit sur l'idée que la France aurait été massivement résistante. Deux mémoires vont s'unir autour de ce mythe. D'abord, la mémoire gaulliste, qui est la mémoire des forces françaises libres, et puis la mémoire du Parti communiste, qui se présente comme le parti des 75 000 fusillés et dont les membres sont les premiers à rentrer en résistance. De nombreuses rues sont alors nommées du nom de héros de la résistance. Le résistentialisme connaît véritablement son apogée lors de la cérémonie du transfert des cendres de Jean Moulin au Panthéon. Or, cette politique mémorielle très sélective et qui perdure jusqu'aux années 60 conduit à minorer certaines mémoires. 3. Des mémoires occultées. En effet, dans cette période, les responsabilités d'abord du régime de Vichy sont minorées. En 1954,
Robert Harron publie l'histoire de Vichy et de la collaboration et forge dans ce livre la théorie du glaive et du bouclier, théorie basée sur le supposé double jeu de Vichy. En effet, en collaborant avec l'occupant nazi, Pétain aurait évité à la France les aspects les plus durs de l'occupation nazie et ainsi aurait forgé le bouclier, tandis qu'à l'extérieur, De Gaulle aurait été le glaive chargé de chasser l'occupant nazi. Plus largement, la collaboration active d'une partie des Français est passée sous silence, comme le montre la censure qui frappe le film Nuit et brouillard d'Alain Resnais en 1956. De ce fait, la mémoire de la déportation et de la Shoah n'est pas spécifiquement reconnue. D'ailleurs, les rescapés des camps préfèrent souvent garder le silence sur leur vécu. Et en même temps, la mémoire officielle amalgame sans distinction les prisonniers de guerre, qu'ils soient déportés, ouvriers ou ouvriers du STO par exemple. Il va donc falloir attendre les années 60 pour qu'il y ait une reconnaissance des multiples mémoires. Grand 2, la reconnaissance des mémoires multiples de la Seconde Guerre mondiale depuis les années 60. Tout d'abord, la mémoire du génocide juif. En 1961, le procès d'Adolf Eichmann, qui était responsable du transport des Juifs vers les camps d'extermination, va marquer l'émergence de la mémoire des déportés et des enfants de déportés, car de nombreux survivants sont appelés à témoigner, et c'est ainsi que peu à peu, cet ancien nazi va révéler la réalité d'un génocide, du génocide de la Shoah. La mémoire du génocide juif doit aussi beaucoup à la loi, notamment la loi française, qui reconnaît l'imprescriptibilité des crimes contre l'humanité, loi de 1964, et qui va aboutir, un peu plus tard, au procès de grands responsables français, procès de collaboration avec l'occupant nazi. De même, en 1979, les propos négationnistes de Robert Faurisson s'accompagnent d'une mobilisation sans précédent de l'opinion publique dans la lutte contre le négationnisme. Et puis, peu à peu, des films documentaires vont sortir. C'est le cas de Shoah, de Claude Lanzmann en 1985. L'ensemble de ces événements aboutissent à forger ce qu'on pourrait appeler avec Primo Levi le devoir de mémoire. Et d'ailleurs, des mémoriaux sont érigés, comme à Paris, le mémorial de la Shoah. Mais cette reconnaissance des mémoires multiples de la Seconde Guerre mondiale s'accompagne aussi, petit 2, de la reconnaissance de la responsabilité étatique dans les crimes de guerre. En 1973, Robert Paxton, historien américain, publie La France de Vichy, qui est un véritable choc en France, puisque l'historien révèle l'ampleur de la collaboration du gouvernement français sous l'occupation nazie. Ainsi, François Mitterrand, c'est un geste symbolique fort, est le premier président de la République à assister à la commémoration du Veldiv en 1992, cette grande rafle qui avait été organisée notamment par la police française, sous l'ordre des autorités françaises bien entendu, et en 1995, Jacques Chirac, dans un discours resté célèbre, reconnaît officiellement la responsabilité de l'État français dans la déportation des Juifs. À partir de là, petit 3, on va voir l'émergence de nouvelles mémoires depuis les années 90. Alors, depuis les années 90, il y a de très nombreux groupes qui cherchent à faire reconnaître officiellement leur mémoire de la Seconde Guerre mondiale. On peut en citer 3 parmi beaucoup. D'abord les justes, c'est-à-dire les personnes qui ont risqué leur vie pour sauver des Juifs. Les malgré nous, c'est-à-dire les Français contraints de collaborer, les Français d'Alsace-Moselle contraints de collaborer dans la Wehrmacht, dans l'armée allemande, et puis peu à peu l'émergence de la mémoire du génocide Tsigane.
Donc, on le voit, les travaux des historiens ont permis non seulement de lutter contre une vision politique de la résistance et ont permis également de faire émerger des mémoires multiples de la Seconde Guerre mondiale.